Lorsque Sophie souleva le quatrième chaton lynx, son corps se figea et son souffle se coupa net, comme si elle venait de toucher un fragment d'impossible. Dans ses mains tremblantes reposait un bébé lynx entièrement noir, une aberration génétique dont l'existence même défiait tout ce que la science croyait savoir sur cette espèce. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Les premiers rayons du soleil commençaient à peine à caresser les cimes des grands sapins des Vosges lorsque Mathieu Lefebvre, garde forestier depuis plus de 20 ans, entama sa ronde matinale. L'air frais de juin emplissait ses poumons tandis qu'il suivait le sentier familier, ses bottes crissant doucement sur le tapis d'aiguilles de pin. À 52 ans, Mathieu connaissait chaque recoin de cette forêt, chaque murmure, chaque secret que les arbres centenaires gardaient jalousement. Pourtant, ce matin-là, quelque chose semblait différent, une tension subtile dans l'air qui éveilla immédiatement ses sens aiguisés par des décennies d'observation. Un cri perçant brisa soudain le silence matinal. Pas un cri humain, mais celui d'un animal en détresse. Mathieu s'immobilisa, tous ses sens en alerte. Le son venait de l'est, près du vieux chêne foudroyé lors de l'orage de l'été dernier. Sans hésiter, il quitta le sentier balisé et s'enfonça dans les sous-bois, son instinct le guidant aussi sûrement qu'une boussole. À mesure qu'il approchait, les cris devenaient plus distincts. Il reconnut les miaulements caractéristiques d'un lynx roux femelle, une espèce rare qu'il surveillait avec une attention particulière depuis son retour dans le massif vosgien. Ces félins discrets, autrefois presque disparus de la région, faisaient l'objet d'un programme de réintroduction auquel Mathieu avait consacré une grande partie de sa carrière. Arrivé près d'un affleurement rocheux, il s'accroupit et sortit ses jumelles. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une femelle lynx roux, probablement celle qu'il avait surnommée Aurore en raison de sa préférence pour la chasse à l'aube, gisait au sol, immobile. Autour d'elle, 4 petites boules de fourrure tachetée s'agitaient maladroitement, des chatons qui ne devaient pas avoir plus de quelques semaines. « Mon Dieu !» murmura Mathieu, son cœur se serrant à la vue de cette scène. La mère ne bougeait plus, sa poitrine ne se soulevant plus au rythme de la respiration. D'après la rigidité de son corps, elle avait dû mourir pendant la nuit. Mais les chatons, eux, étaient bien vivants, appelant désespérément leur mère dans un concert de miaulements plaintifs. Avec précaution, Mathieu s'approcha. Les orphelins, trop jeunes et trop affamés pour fuir, continuaient d'essayer de téter leur mère sans vie. Le garde forestier examina rapidement la dépouille de la femelle. Aucune blessure apparente, pas de sang. Elle avait peut-être succombé à une maladie ou à un empoisonnement. Il faudrait une autopsie pour le déterminer. Mais l'urgence n'était pas là. Ces chatons n'avaient aucune chance de survie sans intervention humaine. Dans la nature, leur destin était scellé. Ils mourraient de faim ou deviendraient la proie du premier prédateur venu. Mathieu prit une décision. Sortant le grand foulard qu'il portait autour du cou les matins frais, il en fit un nid improvisé. Avec des gestes lents et précis, il rassembla les 4 chatons qui protestèrent faiblement. « Je sais, mes petits, je sais, » murmura-t-il d'une voix apaisante, « mais c'est votre seule chance. » Tout en marchant rapidement vers sa Jeep garée 2 kilomètres plus loin, Mathieu composa le numéro de Sophie Renard, la vétérinaire du centre de réhabilitation de la faune sauvage le plus proche. « Sophie, c'est Mathieu, j'arrive avec 4 orphelins, lynx roux, quelques semaines tout au plus. La mère est morte. »« 4 » La voix de Sophie trahissait sa surprise. « C'est une grande portée pour un lynx roux. »« Je sais, je serai là dans 30 minutes. Prépare tout ce qu'il faut. » Le trajet jusqu'au centre parut interminable à Mathieu. Les chatons, épuisés, s'étaient blottis les uns contre les autres dans leur nid improvisé, posé sur le siège passager. De temps à autre, il jetait un coup d'œil inquiet vers eux, son esprit calculant leurs chances de survie. Sans leur mère, sans son lait, si jeune,
Le pronostic n'était pas optimiste. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage des Vosges était situé à la lisière de la forêt, dans une ancienne ferme rénovée. Quand Mathieu s'y gara, Sophie l'attendait déjà sur le seuil, sa blouse blanche contrastant avec ses cheveux au beurre attachés en queue de cheval. « Montre-moi ces petits miracles », dit-elle en prenant délicatement le paquet que lui tendait Mathieu. Ils entrèrent dans la salle d'examen, une pièce lumineuse équipée comme une clinique vétérinaire moderne. Sophie déposa doucement le foulard sur la table et l'ouvrit avec précaution, révélant les 4 chatons tremblants. « Ils sont si petits », murmura-t-elle, son regard professionnel évaluant déjà leur état. 3 semaines, peut-être 4, bien trop jeunes pour être sevrés. Elle commença à les examiner un par un, ses mains expertes palpant délicatement leur petit corps, vérifiant leurs yeux, leurs oreilles, leur bouche. « Le premier est un mâle », annonça-t-elle. « Un peu déshydraté, mais il semble en bonne santé. » Elle le posa dans une boîte rembourrée de serviettes chaudes que son assistante venait d'apporter. Le deuxième, une femelle. Même constat. Le troisième, encore un mâle. Il est plus petit que les autres, mais ses constantes sont bonnes. Puis elle souleva le 4e chaton, et son expression changea. « Oh » dit-elle simplement, ses sourcils se fronçant de concentration. « Qu'y a-t-il » demanda Mathieu, soudain inquiet. Sophie ne répondit pas immédiatement, tournant et retournant le petit animal entre ses mains, l'examinant sous tous les angles. Finalement, elle leva les yeux vers Mathieu, son visage reflétant une stupéfaction mêlée d'émerveillement. « Mathieu, je n'ai jamais vu ça en 15 ans de carrière, » dit-elle doucement. « Ce chaton, il est mélanistique. »« Mélanistique » répéta Mathieu, ne comprenant pas immédiatement l'implication. « Il est noir, Mathieu, complètement noir. Un lynx roux noir. C'est extrêmement rare. Je ne suis même pas sûr qu'il existe des cas documentés en Europe. » Mathieu s'approcha pour mieux voir. Effectivement, là où ses frères et sœurs arboraient le pelage fauve, tacheté caractéristique de l'espèce, ce chaton était d'un noir profond, presque comme de l'encre. Seules quelques taches plus claires sur son ventre et l'intérieur de ses pattes révélaient son appartenance à l'espèce des lynx roux. Le mélanisme chez les félins sauvages est relativement commun chez les panthères, par exemple, expliqua Sophie, sa voix trahissant son excitation scientifique. Mais chez les lynx roux, c'est pratiquement inouï. Est-ce qu'il est en bonne santé ? S'enquit Mathieu, plus préoccupé par la survie du chaton que par sa rareté génétique. Sophie reprit son examen, vérifiant les signes vitaux du petit félin noir. Il semble aussi en forme que les autres, peut-être même plus vigoureux. Elle sourit. C'est un petit combattant. Mathieu se sentit soulagé. Alors, quelles sont leurs chances ? Honnêtement, sans leur mère, à cet âge, c'est un défi, répondit Sophie, redevenant sérieuse. Mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Je vais préparer un lait de substitution spécial pour félins sauvages. Ils auront besoin d'être nourris toutes les 2 heures, jour et nuit. Elle regarda Mathieu droit dans les yeux. Tu comprends ce que cela signifie ? C'est un engagement total. Et même avec tous nos efforts, il n'y a aucune garantie. Mathieu hocha la tête. Il comprenait parfaitement. Élever des orphelins sauvages était une tâche titanesque, un combat contre les statistiques implacables de la nature. Mais il y avait quelque chose dans ces 4 petites vies fragiles, surtout dans ce 4e chaton si unique, qui lui disait que l'effort en valait la peine. « Nous devons essayer », dit-il simplement. Sophie acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Je savais que tu dirais ça. Très bien, alors nous avons du pain sur la planche. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Sophie prépara le lait spécial, pendant que Mathieu aménageait un enclos chauffé. La nouvelle des chatons orphelins, et surtout du petit mélanistique, se répandit rapidement parmi le personnel du centre.
Bientôt, une rotation de volontaires fut organisée pour assurer les nourrissages nocturnes. Alors que le soleil commençait à décliner, Mathieu observait les 4 chatons endormis dans leur nouvel abri. Le petit félin noir, que Sophie avait surnommé Onyx, était blotti contre ses frères et sœurs, sa fourrure d'ébène contrastant fortement avec leur pelage tacheté. « Qu'est-ce qui a bien pu causer cette mutation ?» murmura Mathieu, plus pour lui-même que pour Sophie qui vérifiait les paramètres de la couveuse. « La génétique est pleine de mystères, » répondit-elle néanmoins. « Le mélanisme est causé par une surproduction de mélanine. C'est une mutation qui peut offrir certains avantages dans la nature, comme un meilleur camouflage dans l'obscurité. » Elle s'approcha et regarda Onyx avec une expression pensive. « Mais pour un lynx roux, qui compte sur son camouflage tacheté pour chasser dans les sous-bois, je me demande comment il aurait survécu à l'état sauvage. Tu crois qu'il aurait été désavantagé? Peut-être. Ou peut-être aurait-il développé d'autres stratégies de chasse. Les animaux sont remarquablement adaptables. » Elle sourit. « En tout cas, maintenant, il a une chance de nous montrer ce dont il est capable. » Une chance. C'était tout ce que Mathieu espérait leur donner. Une chance de survivre, de grandir, et peut-être un jour, pour certains d'entre eux, de retrouver la liberté des forêts vosgiennes. Les jours qui suivirent se transformèrent en une véritable course contre la montre. Pour Mathieu et Sophie, chaque heure de survie des 4 orphelins représentait une petite victoire contre les statistiques impitoyables de la nature. Les premiers jours étaient cruciaux. C'était à ce stade que la plupart des jeunes félins orphelins succombaient, leur organisme ne parvenant pas à s'adapter au lait de substitution. « Allez, petit gars, encore une gorgée », murmurait Sophie en tenant la minuscule seringue sans aiguille devant la bouche d'Onyx. Le chaton noir, d'abord réticent, finit par saisir l'embout et téta avidement. Ses yeux, encore d'un bleu laiteux, qui se transformerait plus tard en un vert doré intense, fixait Sophie avec ce qui semblait être un mélange de méfiance et de détermination. « Il a du caractère, celui-là », remarqua Mathieu, qui nourrissait simultanément la femelle qu'ils avaient nommée Étoile, en raison de la marque blanche en forme d'étoile sur son front. « Ils en ont tous », répondit Sophie avec un sourire fatigué. Les cernes sous ses yeux témoignaient des nuits blanches passées à nourrir les chatons toutes les 2 heures, mais Onyx est spécial, et pas seulement à cause de sa couleur. Elle n'avait pas tort. Dès les premiers jours, Onyx s'était démarqué de sa fratrie. Il était souvent le premier à réclamer sa nourriture, émettant des miaulements impérieux qui résonnaient dans tout le centre de réhabilitation. Il était aussi le plus actif, explorant les limites de leur enclos chauffé, avec une curiosité insatiable, bien avant que ses frères et sœurs ne commencent à montrer le même intérêt pour leur environnement. À la fin de la première semaine, tous les chatons avaient survécu, un exploit en soi. Sophie avait appelé plusieurs de ses collègues d'autres centres de réhabilitation, cherchant conseil sur les soins aux jeunes lynx roux. Mais aucun n'avait jamais entendu parler d'un cas de mélanisme chez cette espèce. J'ai contacté le professeur Laurent à l'université de Strasbourg, annonça-t-elle à Mathieu, alors qu'il prenait un café rapide entre 2 séances de nourrissage. Il est spécialiste en génétique des félins sauvages. Il veut venir voir Onyx dès que possible. « Tu crois que c'est une bonne idée ?» demanda Mathieu, soudain protecteur. « Ces petits ont déjà subi assez de stress. » Sophie posa sa tasse. « Mathieu, comprends-moi bien. Ce que nous avons ici est potentiellement révolutionnaire d'un point de vue scientifique. Un lynx roux mélanistique pourrait nous apprendre énormément sur la génétique de l'espèce, sur l'évolution, sur les adaptations. » « Je comprends tout ça, » l'interrompit doucement Mathieu. « Mais notre priorité reste leur survie et éventuellement leur retour à la vie sauvage. Je ne veux pas qu'ils deviennent des spécimens de laboratoire. » Le regard de Sophie s'adoucit. « Bien sûr que non. Le professeur veut simplement observer Onyx
et prélever un minuscule échantillon de tissu pour analyse génétique. Rien qui ne mette en péril son bien-être ou son futur relâchement. Mathieu acquiesça, mais resta pensif. En 20 ans de carrière comme garde forestier, il avait souvent été témoin de la tension entre les intérêts de la recherche scientifique et ceux de la protection de la faune sauvage. Il savait que Sophie avait raison. La compréhension scientifique était essentielle à la conservation. Mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir protecteur envers ces 4 petites vies qui dépendaient entièrement d'eux. Le 10e jour apporta un nouveau défi. Le plus petit des mâles, celui qu'ils avaient nommé Sylvain, commença à refuser de s'alimenter. Sa température corporelle chuta rapidement et son activité diminua jusqu'à ce qu'il reste immobile dans un coin de l'enclos. « Il ne va pas bien », constata Sophie, examinant le chaton avec des gestes rapides mais précis. « Sa respiration est laborieuse. Je crains une pneumonie. » Mathieu sentit son cœur se serrer. C'était le cauchemar de tout soigneur d'animaux sauvages, une infection respiratoire chez un jeune animal affaibli. Les chances de survie étaient minces. « Que peut-on faire ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. « Antibiotiques, réhydratation, oxygénothérapie, » répondit Sophie, déjà en train de préparer une injection, et beaucoup d'espoir. Les heures qui suivirent furent tendues. Sophie installa Sylvain dans une couveuse séparée, équipée d'un apport d'oxygène. Elle lui administra des antibiotiques et des fluides par intraveineuse, utilisant une veine minuscule dans sa patte avant, avec une précision chirurgicale. Pendant ce temps, Mathieu s'occupa des 3 autres chatons, remarquant avec surprise qu'Onyx semblait agité, miaulant fréquemment en direction de la couveuse où se trouvait son frère. « Il sent que quelque chose ne va pas », murmura-t-il, impressionné par cette manifestation d'instinct familial. Cette nuit-là, Mathieu insista pour rester au centre. Sophie, épuisée après des heures de soins intensifs, accepta de prendre quelques heures de repos, mais pas avant d'avoir montré à Mathieu comment surveiller les signes vitaux de Sylvain et quand lui administrer la prochaine dose d'antibiotiques. Seul dans la pièce faiblement éclairée, Mathieu s'assit entre les 2 enclos, celui contenant les 3 chatons en bonne santé et la couveuse où Sylvain luttait pour sa vie. Il observa Onyx qui, contrairement à sa sœur et son frère endormis, restait éveillé, ses yeux brillants dans la pénombre fixés sur Mathieu. « Tu t'inquiètes pour lui, n'est-ce pas ?» murmura Mathieu au petit félin noir. « Moi aussi. » À sa grande surprise, Onyx émit un miaulement doux, presque comme une réponse, puis avec une détermination qui semblait disproportionnée pour sa taille minuscule, il se mit à escalader la paroi de l'enclos. « Hé, petit aventurier !» dit Mathieu en se levant pour le remettre en place. Mais il s'arrêta net. Onyx n'essayait pas de s'échapper par simple curiosité. Il tentait systématiquement d'atteindre la couveuse de Sylvain, ses petites pattes s'accrochant au grillage avec une détermination farouche. Mathieu resta immobile, fasciné par ce comportement. Les liens entre frères et sœurs chez les félins sauvages étaient forts durant les premières semaines de vie, mais cette manifestation d'inquiétude semblait aller au-delà de l'instinct. Après un moment d'hésitation, il prit une décision qui allait à l'encontre de tous les protocoles. Il ouvrit doucement l'enclos, prit Onyx dans ses mains et l'approcha de la couveuse. À travers la paroi transparente, le chaton noir pouvait voir son frère malade. « Juste un instant, » murmura Mathieu. « Ensuite, tu retournes avec les autres. » Mais ce qui se passa ensuite le laissa sans voix. Onyx se mit à ronronner, un son vibrant bien plus puissant qu'on ne l'aurait attendu d'un si petit être. Ce ronronnement semblait résonner dans toute la pièce, presque comme une incantation. Sylvain, qui était resté immobile pendant des heures, ouvrit légèrement les yeux. Sa petite tête se tourna faiblement vers la source du ronronnement. Mathieu resta figé, n'osant pas interrompre ce moment. Pendant près de 5 minutes, Onyx continua de ronronner,
ses yeux fixés sur son frère malade. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'arrêta et se blottit dans les mains de Mathieu, comme épuisé. « C'était étrange », murmura Mathieu, en replaçant doucement Onyx dans l'enclos principal. Il retourna vérifier Sylvain et fut surpris de constater que sa respiration semblait légèrement moins laborieuse. Une coïncidence, sûrement. Le résultat des antibiotiques qui commençaient à agir. Lorsque Sophie revint à l'aube, elle fut accueillie par une nouvelle inattendue. « Sa température est remontée », annonça Mathieu, pointant vers les moniteurs reliés à Sylvain. « Et il a pris quelques millilitres de solution réhydratante il y a 1 heure. » Sophie examina rapidement le chaton, son expression passant de la fatigue à un optimisme prudent. « C'est encourageant, dit-elle lentement. Mais il n'est pas sorti d'affaire. » Elle se tourna vers Mathieu. « Tu as fait du bon travail cette nuit. » Mathieu hésita, se demandant s'il devait lui parler de l'étrange interaction entre Onyx et Sylvain. Cela semblerait probablement ridicule à la vétérinaire, une femme de science. « J'ai juste suivi tes instructions, » dit-il finalement. Les jours suivants apportèrent une amélioration lente mais constante de l'état de Sylvain. Au bout d'1 semaine, il était suffisamment rétabli pour rejoindre ses frères et sœurs dans l'enclos principal. Sophie qualifiait son rétablissement de « remarquable », mais Mathieu ne pouvait s'empêcher de repenser à cette nuit étrange et au ronronnement puissant d'Onyx. Ce n'était pas la seule particularité qu'il avait observée chez le chaton noir. Contrairement à ses frères et sœurs qui communiquaient principalement par miaulement, Onyx utilisait une gamme de sons beaucoup plus variés, des trilles, des grondements doux, et ce ronronnement inhabituel qui semblait avoir un effet apaisant non seulement sur sa fratrie, mais aussi sur les humains qui s'occupaient d'eux. « Le professeur Laurent arrive demain », annonça Sophie alors qu'il terminait le dernier nourrissage de la journée. Les chatons, maintenant âgés de près de 6 semaines, commençaient à montrer un intérêt pour la nourriture solide, une étape cruciale dans leur développement. Mathieu acquiesça, observant Onyx qui, une fois encore, démontrait son indépendance en étant le premier à explorer le petit morceau de viande finement haché que Sophie avait placé dans leur enclos. « Je serai là », dit-il simplement. Cette nuit-là, en rentrant chez lui pour la première fois depuis des jours, Mathieu ne put s'empêcher de se demander ce que le scientifique découvrirait. Un simple caprice génétique expliquant la couleur unique d'Onyx, ou quelque chose de plus profond qui pourrait expliquer son comportement inhabituel, son intelligence apparente et ce lien mystérieux qu'il semblait avoir établi avec son frère malade. Une chose était certaine, ces 4 petits orphelins, et particulièrement Onyx, avaient déjà bouleversé tout ce qu'il croyait savoir sur les lynx roux. Et quelque chose lui disait que les surprises ne faisaient que commencer. Le professeur Laurent arriva au centre de réhabilitation le lendemain en fin de matinée. C'était un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, avec une barbe grise parfaitement taillée et des lunettes à monture fine qui lui donnaient l'air du scientifique qu'il était. Mais ce qui frappa Mathieu, ce fut son regard, vif, curieux, débordant d'une passion juvénile qui contrastait avec son apparence austère. « Monsieur Lefebvre », dit-il en serrant vigoureusement la main de Mathieu. « Sophie m'a tant parlé de vous et de votre découverte. Je dois avouer que j'étais sceptique jusqu'à ce qu'elle m'envoie les photos. »« Professeur », répondit simplement Mathieu, légèrement mal à l'aise face à l'enthousiasme du scientifique. « Ce n'est pas vraiment une découverte, juste 4 orphelins qui ont besoin d'aide. 4 orphelins dont l'un pourrait réécrire nos connaissances sur la génétique des lynx, » corrigea Laurent avec un sourire. « Mais je comprends votre perspective. Allons-y doucement, d'accord ?» Sophie les conduisit à l'enclos des chatons, qui était en pleine séance de jeu. À 6 semaines, ils avaient gagné en assurance et en agilité. Étoile pourchassait une balle de papier froissé, tandis que Sylvain, complètement remis de sa pneumonie, tentait d'escalader un petit tronc d'arbre placé dans l'enclos. Le 3e chaton,
qu'ils avaient nommé roux en raison de sa couleur particulièrement intense, était occupé à mordiller un jouet en cuir. Mais c'était Onyx qui captiva immédiatement l'attention du professeur. Le chaton noir se tenait un peu à l'écart, observant ses frères et sœurs avec ce qui semblait être une attention calculée. Puis, dans un mouvement fluide qui surprit même Mathieu par sa coordination, il bondit et intercepta la balle qu'Étoile poursuivait, la redirigeant vers Roux qui l'attrapa instantanément. « Fascinant », murmura Laurent. « On dirait presque qu'il a organisé ce jeu. »« Il fait souvent ça », confirma Sophie. « C'est comme s'il dirigeait leurs activités. »« Intelligence sociale avancée », nota le professeur, sortant un petit carnet pour y griffonner quelques observations. « Typique des félins, bien sûr, mais à cet âge et avec cette sophistication, intéressant. » Il se tourna vers Mathieu. « Puis-je entrer dans l'enclos ?»« Bien sûr, » répondit Sophie avant que Mathieu ne puisse objecter. « Ils sont habitués aux humains, bien que nous limitons les interactions pour ne pas compromettre leur retour à la vie sauvage. » Le professeur entra délicatement dans l'espace des chatons, s'accroupissant pour se mettre à leur niveau. Les 3 chatons au pelage traditionnel s'approchèrent avec curiosité, reniflant ses mains et ses vêtements. Onyx, cependant, resta en retrait, ses yeux maintenant d'un vert doré intense fixés sur le nouveau venu, avec ce qui semblait être une évaluation prudente. « Viens, petit », murmura Laurent, tendant doucement sa main vers Onyx. « Je ne te ferai pas de mal. » À la surprise de Mathieu, Onyx s'approcha lentement, non pas par le chemin direct, mais en décrivant un arc de cercle calculé qui lui permettait de garder une distance de sécurité. Arrivé à portée de main du professeur, il s'arrêta et émit un son étrange. Pas tout à fait un miaulement, plus comme une série de cliquetis vocaux que Mathieu n'avait jamais entendus auparavant. « Remarquable », souffla Laurent. « Une vocalisation complexe. Quel âge avez-vous dit qu'ils avaient ?»« 6 semaines, » répondit Sophie. « Presque 7. C'est précoce pour une telle complexité vocale, » dit le professeur, sans quitter Onyx des yeux. Les vocalisations de cette sophistication n'apparaissent généralement pas avant 3 ou 4 mois. Finalement, après ce qui sembla être une longue évaluation, Onyx s'approcha suffisamment pour que le professeur puisse le toucher. Laurent passa doucement ses doigts dans la fourrure noire du chaton, s'attardant sur certaines zones comme la base des oreilles et la jonction entre la tête et le cou. « Le mélanisme complet », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son audience. Pas juste une coloration plus foncée, mais une véritable absence de motifs tachetés, à l'exception de ces quelques marques subtiles sur le ventre. Absolument fascinant. Il sortit de sa poche un petit appareil qui ressemblait à un scanner portatif. Ceci est un lecteur de micropuces, mais modifié pour détecter certaines signatures biologiques, expliqua-t-il, en voyant le regard interrogateur de Mathieu. Totalement indolore, je vous assure. Il passa l'appareil au-dessus d'Onyx, qui resta remarquablement calme pendant la procédure. L'écran du dispositif afficha une série de chiffres et de graphiques que seul le professeur semblait comprendre. « Comme je le soupçonnais, » dit-il, son excitation à peine contenue. « La signature thermique est différente, légèrement mais significativement différente des normes établies pour les lynx roux. Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Mathieu. « Difficile à dire sans analyse plus poussée, mais cela suggère que le mélanisme n'est pas la seule mutation présente chez ce spécimen. » Il remarqua l'expression de Mathieu et sourit. « Pardonnez mon jargon scientifique. Je veux dire qu'Onyx est peut-être encore plus spécial que nous ne le pensions initialement. » Après avoir observé les chatons pendant près d'1 heure, le professeur procéda à un prélèvement minuscule de tissu. Quelques cellules de la muqueuse buccale d'Onyx et, pour comparaison, des autres chatons également. La procédure fut rapide et indolore, Onyx se montrant étonnamment coopératif. Les résultats complets de l'analyse génétique prendront quelques semaines, expliqua Laurent alors qu'il quittait la salle des chatons.
mais je peux faire quelques tests préliminaires dès ce soir à mon laboratoire de terrain. Il regarda Sophie et Mathieu avec gravité. Ce que nous avons ici pourrait être d'une importance considérable pour la science. J'aimerais, avec votre permission, installer un équipement de surveillance dans leur enclos. Rien d'invasif, simplement des caméras et quelques capteurs biométriques non intrusifs. « Dans quel but ?» demanda Mathieu, une note de méfiance dans sa voix. « Pour documenter leur développement, leurs interactions, et particulièrement le comportement d'Onyx, » répondit le professeur. « Si mes soupçons sont fondés, nous pourrions être témoins de quelque chose d'unique. » Sophie intervint. « Cela nous aiderait aussi dans leur réhabilitation, Mathieu. Plus nous en saurons sur leur comportement, mieux nous pourrons les préparer pour un éventuel retour à la vie sauvage. » Mathieu hésita. Il ne pouvait nier sa propre curiosité concernant Onyx et ses comportements inhabituels. Et si les données recueillies pouvaient aider d'autres orphelins à l'avenir? « D'accord, » dit-il finalement, « mais à condition que cela n'interfère pas avec leurs soins et leur développement naturel. »« Bien entendu, » acquiesça Laurent. « La science observe, elle n'interfère pas. Du moins, pas la bonne science. » Le lendemain, l'équipement fut installé discrètement autour de l'enclos des chatons. Des caméras haute définition captureraient chaque mouvement, tandis que des micros sensibles enregistreraient leur vocalisation. Des capteurs thermiques et de mouvement complétaient le dispositif, transmettant en temps réel des données à un ordinateur situé dans le bureau adjacent. Mathieu, initialement réticent, se surprit à passer des heures devant les écrans de contrôle, fasciné par ce qu'ils révélaient. Les chatons, ignorant qu'ils étaient observés, se comportaient avec un naturel saisissant. Et plus il les observait, plus les différences entre Onyx et ses frères et sœurs devenaient évidentes. Là où les autres jouaient de manière spontanée et désorganisée, Onyx semblait suivre des schémas délibérés. Il créait des jeux complexes, plaçant des objets à des endroits stratégiques qui encourageaient certains comportements chez ses frères et sœurs. Plus étonnant encore, il semblait avoir développé un système de communication avec eux, des vocalisations spécifiques qui déclenchaient des réactions prévisibles. C'est comme s'il leur enseignait des compétences de chasse, remarqua Sophie, après avoir visionné une séquence particulièrement frappante où Onyx avait organisé une embuscade coordonnée sur un jouet mobile. Le professeur Laurent, qui venait quotidiennement analyser les données, acquiesça. Exactement, et avec une sophistication qu'on ne voit généralement pas chez des chatons de cet âge. C'est précoce, pour utiliser un terme simple. Une semaine après l'installation du système de surveillance, les premiers résultats des analyses génétiques arrivèrent. Le professeur Laurent convoqua Sophie et Mathieu dans une petite salle de conférence du centre, son expression inhabituellement grave. « Ce que j'ai découvert, commença-t-il lentement, est, pour le dire simplement, sans précédent. » Il activa un projecteur qui afficha des séquences d'ADN codées par couleur sur le mur blanc. « Voici le génome typique d'un lynx roux. » Il pointa vers une séquence. « Et voici celui d'Onyx. » Même pour l'œil non entraîné de Mathieu, les différences étaient visibles, des sections entières codées différemment, des motifs qui ne correspondaient pas. Ces variations, continua Laurent, ne sont pas simplement responsables de sa coloration noire. Elles affectent des régions associées au développement neurologique, à la perception sensorielle et même à certaines capacités cognitives. En termes simples, professeur, demanda Sophie, qu'est-ce que cela signifie pour Onyx? Laurent retira ses lunettes et se frotta les yeux, comme cherchant les mots justes. En termes simples, mademoiselle Renard, cela signifie qu'Onyx pourrait représenter une évolution naturelle du lynx roux, une mutation spontanée qui lui confère des avantages potentiels significatifs, intelligence accrue, capacités sensorielles améliorées, et peut-être même des aptitudes que nous n'avons pas encore identifiées. Il remit ses lunettes et regarda directement Mathieu. « Monsieur Lefebvre,
Je crois que vous avez découvert bien plus qu'un simple chaton orphelin. Vous avez peut-être trouvé le premier représentant d'une nouvelle lignée génétique, et cela, je dois vous le dire, change absolument tout. Un silence pesant s'abattit sur la petite salle de conférence après la déclaration du professeur Laurent. Mathieu fixa les séquences d'ADN projetées sur le mur, tentant d'assimiler les implications de ce qu'il venait d'entendre. Une nouvelle lignée génétique, répéta-t-il finalement. Est-ce que vous suggérez qu'Onyx n'est pas simplement différent, mais qu'il représente quelque chose de nouveau dans l'évolution? Le professeur Laurent hocha lentement la tête. L'évolution n'est pas toujours graduelle, monsieur Lefebvre. Parfois, elle procède par bonds, des mutations spontanées qui, si elles confèrent un avantage significatif, peuvent se propager rapidement dans une population. Ce que nous observons chez Onyx pourrait être l'un de ces bons. Mais comment est-ce possible? Demanda Sophie, son esprit scientifique luttant pour accepter l'ampleur de cette révélation. Les mutations bénéfiques d'une telle magnitude sont extrêmement rares. En effet, acquiesça Laurent. Et c'est pourquoi cette découverte est si extraordinaire. J'ai plusieurs théories, mais la plus probable implique l'épigénétique, des modifications dans l'expression des gènes causées par des facteurs environnementaux. Il manipula sa tablette pour afficher une nouvelle image, une carte de la région où Mathieu avait trouvé les chatons. Cette zone a été exposée à des niveaux élevés de radiation naturelle, principalement du radon pendant des générations. Rien de dangereux pour les humains ou les animaux à court terme, mais suffisant, peut-être, pour influencer l'expression génétique sur plusieurs générations. Mathieu fronça les sourcils. Vous suggérez que l'environnement a provoqué cette mutation? Pas directement, non. Mais il a pu créer les conditions propices à son émergence. C'est un phénomène bien documenté dans d'autres espèces, bien que rarement avec des résultats aussi spectaculaires. Sophie, qui était restée silencieuse, intervint soudain. « Professeur, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'Onyx, pour son relâchement éventuel ?» La question frappa Mathieu comme un coup physique. Dans toute cette excitation scientifique, il avait momentanément perdu de vue leur objectif initial, réhabiliter ces orphelins pour qu'ils puissent retrouver leur vie sauvage. Le professeur Laurent retira ses lunettes, un geste qui semblait être sa façon de marquer une réflexion profonde. C'est là que se pose un dilemme éthique, mademoiselle Renard. D'un côté, notre mission est de préserver la faune sauvage dans son état naturel. De l'autre, nous avons ici un spécimen potentiellement révolutionnaire pour notre compréhension de l'évolution des félins. Onyx n'est pas un spécimen, répliqua Mathieu, une pointe d'irritation dans sa voix. C'est un être vivant qui mérite, comme ses frères et sœurs, de connaître la liberté pour laquelle il est né. Le professeur leva les mains en signe d'apaisement. Bien sûr, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que sa réintroduction dans la nature soulève des questions complexes. Comment s'adapterait-il? Comment les autres lynx le percevraient-ils? Transmettraient-ils ses traits génétiques uniques? Et plus important encore, serions-nous en train d'introduire délibérément une nouvelle lignée génétique dans un écosystème existant? Ces questions restèrent sans réponse immédiate, flottant dans l'air comme un nuage de possibilités troublantes. Finalement, Sophie rompit le silence. « Nous avons encore du temps, » dit-elle doucement. « Les chatons ne seront pas prêts pour un relâchement avant plusieurs mois. D'ici là, peut-être que nos observations nous fourniront plus de clarté. » Les semaines qui suivirent virent une transformation remarquable chez les 4 orphelins. À mesure qu'ils approchaient de leur 3e mois, leur apparence et leur comportement évoluaient rapidement. Étoile, Roux et Sylvain grandissaient conformément aux attentes pour des lynx roux de leur âge. Leur pelage tacheté s'épaississait, leurs mouvements gagnaient en assurance et leurs instincts de chasse s'affinaient à travers des jeux de plus en plus élaborés. Mais Onyx défiait toutes les prévisions. Non seulement il dépassait ses frères et sœurs en taille,
mais son développement cognitif semblait suivre une trajectoire entièrement différente. Les caméras de surveillance documentaient des comportements qui laissaient les observateurs stupéfaits. Un matin, Sophie arriva au centre pour découvrir que l'agencement de l'enclos avait été complètement modifié pendant la nuit. Les jouets et les structures d'escalade avaient été réorganisés dans ce qui semblait être une configuration délibérée, une sorte de parcours d'obstacles complexe. Les enregistrements vidéo montrèrent qu'Onyx avait passé des heures à déplacer méthodiquement chaque objet, testant différentes positions avant de se décider. « Il a créé un environnement d'entraînement », murmura le professeur Laurent, visionnant les images avec un émerveillement non dissimulé, pour lui-même et pour les autres. Et en effet, les jours suivants révélèrent qu'Onyx utilisait ce parcours pour développer des compétences spécifiques: l'équilibre, la coordination, la vitesse, l'agilité. Plus étonnant encore, il semblait enseigner ses compétences à ses frères et sœurs, les guidant à travers le parcours avec une patience surprenante, démontrant des techniques, puis observant leurs tentatives avec une attention qui paraissait presque évaluative. « C'est de l'enseignement actif », nota Sophie. « Pas simplement un apprentissage par imitation, mais un véritable transfert de connaissances. » La nouvelle de ce phénomène extraordinaire ne resta pas confinée au centre de réhabilitation. Malgré les efforts de Mathieu pour maintenir une certaine discrétion, le professeur Laurent avait partagé ses découvertes préliminaires avec des collègues. Bientôt, des demandes d'entretien et de visite commencèrent à affluer. D'autres chercheurs, des journalistes scientifiques, même des représentants de grandes organisations de conservation. « Je comprends votre désir de protéger ces animaux », dit Laurent à Mathieu alors qu'ils discutaient de ces demandes, mais la communauté scientifique a besoin de savoir. Ce que nous observons ici pourrait changer notre compréhension fondamentale de l'évolution cognitive chez les félins. Mathieu se sentait déchiré. D'un côté, il reconnaissait la valeur scientifique de leur découverte. De l'autre, il craignait que trop d'attention ne compromette le bien-être des chatons et leurs chances de réintégration dans la nature. Un accès limité, concéda-t-il finalement. Quelques chercheurs triés sur le volet, pas de médias grand public pour l'instant, et aucune interaction directe avec les chatons sans la supervision de Sophie ou la mienne. Le professeur accepta ces conditions, et ainsi commença une nouvelle phase dans la vie des orphelins, particulièrement pour Onyx, qui devint involontairement le centre d'un intérêt scientifique international. Les visiteurs arrivaient souvent sceptiques, convaincus que les rapports sur le lynx roux évolutif étaient exagérés. Ils repartaient transformés, confrontés à une réalité qui défiait leurs attentes. C'est comme observer l'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence, commenta Ladré Martinez, primatologue réputé, après avoir passé 3 jours à étudier les interactions d'Onyx. Il ne se comporte pas simplement comme un félin plus intelligent, il pense différemment. Cette attention croissante, bien que soigneusement contrôlée, commençait à affecter la dynamique au sein du centre. Certains membres du personnel s'inquiétaient des implications éthiques, d'autres étaient fascinés au point de négliger leurs autres responsabilités. Sophie elle-même semblait de plus en plus absorbée par l'étude d'Onyx, passant de longues heures à analyser des données et à consulter des experts. Mathieu observait ces changements avec une inquiétude grandissante. « Nous perdons de vue notre mission », dit-il un soir à Sophie, alors qu'il restait tard pour examiner de nouvelles séquences vidéo. « Ces chatons ne sont pas des sujets d'étude, ils sont sous notre protection. » Sophie détacha son regard de l'écran, son expression fatiguée mais passionnée. « Mathieu, tu ne comprends pas l'importance de ce que nous avons découvert. Onyx pourrait représenter l'avenir de son espèce. Une adaptation qui pourrait aider les lynx à survivre dans un monde de plus en plus hostile. Ou il pourrait simplement être un lynx roux exceptionnel qui mérite de vivre sa vie naturelle, » répliqua doucement Mathieu. Leur débat fut interrompu par une alarme provenant du système de surveillance. Sur l'écran, ils virent Onyx debout sur ses pattes arrière, ses pattes avant posées contre la vitre de l'enclos,
regardant directement la caméra. Ce n'était pas un comportement aléatoire, il fixait l'objectif avec une intention évidente, comme s'il savait qu'il était observé. « Il est conscient », murmura Sophie, « conscient que nous l'étudions. » Comme pour confirmer ses paroles, Onyx émit une série de vocalisations complexes, puis se tourna vers ses frères et sœurs endormis. Avec des mouvements délibérés, il commença à les réveiller un par un, les rassemblant au centre de l'enclos. « Que fait-il » demanda Mathieu, incapable de détacher son regard de la scène surréaliste qui se déroulait devant eux. Sophie secoua lentement la tête. « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous sommes sur le point de le découvrir. » Ce qu'ils observèrent ensuite défierait toutes leurs attentes et remettrait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur les limites de l'intelligence animale. Mathieu et Sophie restèrent pétrifiés devant l'écran, observant avec un mélange de fascination et d'incrédulité le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. Onyx avait rassemblé ses frères et sœurs au centre de l'enclos, les disposant en cercle autour de lui. Les 3 autres chatons, encore ensommeillés, semblaient pourtant répondre à une forme d'autorité émanant de leur frère noir. « Il communique avec eux », murmura Sophie, ses doigts pianotant frénétiquement sur le clavier pour s'assurer que tous les systèmes d'enregistrement fonctionnaient correctement. « Regarde comment ils réagissent à ces vocalisations. » En effet, chaque son émis par Onyx, une combinaison complexe de trilles, de grondements doux et de cliquetis vocaux, provoquait une réponse spécifique chez ses frères et sœurs. Étoile inclinait la tête, comme absorbant une information. Roux changeait de position, se plaçant stratégiquement à un endroit précis de l'enclos. Sylvain, toujours le plus petit mais désormais robuste, observait attentivement les mouvements d'Onyx, semblant analyser chaque geste. On dirait presque une réunion de stratégie, dit Mathieu, incapable de trouver de meilleurs mots pour décrire ce qu'il voyait. Soudain, comme si un signal invisible avait été donné, les 4 chatons se dispersèrent dans l'enclos, prenant des positions qui semblaient préméditées. Onyx grimpa au sommet de la structure d'escalade la plus haute, tandis qu'Étoile et Roux se positionnaient de part et d'autre de l'enclos. Sylvain, lui, resta au centre, semblant jouer le rôle d'appât. Ce qui suivit fut une démonstration de chasse coordonnée qui aurait impressionné les félins adultes les plus expérimentés. Un jouet mécanique, une petite souris télécommandée que les soigneurs utilisaient pour stimuler leurs instincts de chasse, avait été laissé dans l'enclos. Sylvain commença à jouer avec, attirant la proie vers le centre. Quand la souris tenta de s'échapper vers la gauche, Étoile était déjà en position pour la bloquer. Quand elle pivota vers la droite, Roux l'attendait. Et quand elle tenta de fuir en ligne droite, Onyx bondit de son perchoir avec une précision chirurgicale, atterrissant exactement sur la cible. « Mon Dieu !» souffla Sophie, « c'est une embuscade parfaitement exécutée, une stratégie de chasse en meute, chez des lynx roux. » « Les lynx roux sont des chasseurs solitaires, » rappela Mathieu, sa voix à peine audible tant sa stupéfaction était grande. « Ce comportement n'existe pas dans la nature, pas chez cette espèce. »« Exactement, » dit Sophie, ses yeux ne quittant pas l'écran où les chatons, leur proie capturée, se rassemblaient à nouveau autour d'Onyx dans ce qui ressemblait étrangement à une célébration. Onyx ne se contente pas d'être différent, il invente de nouveaux comportements et il les enseigne aux autres. Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. Ce qu'ils observaient allait bien au-delà d'un simple félin exceptionnellement intelligent. C'était quelque chose de fondamentalement nouveau, une forme d'intelligence collaborative qui n'avait jamais été documentée chez les lynx roux, ni même chez la plupart des félins sauvages. « Nous devons appeler le professeur Laurent », dit finalement Sophie, sortant de sa transe. « Il doit voir ça. » Le professeur arriva moins d'1 heure plus tard, malgré l'heure tardive. Quand ils lui montrèrent les enregistrements, son visage passa de l'intérêt scientifique à l'émerveillement, puis à une forme de révérence silencieuse.
C'est révolutionnaire, dit-il finalement, repassant la séquence pour la troisième fois. Non seulement Onyx possède une intelligence exceptionnelle, mais il est capable de la transmettre, de modifier le comportement de son espèce, de l'améliorer. Mais ce n'est pas naturel, protesta faiblement Mathieu. Les lynx roux ne chassent pas en groupe. Dans la nature, cette stratégie ne fonctionnerait pas, l'interrompit doucement Laurent. Pourquoi pas? Les loups chassent en meute, les lions aussi. Ces stratégies se sont développées parce qu'elles confèrent un avantage évolutif. Ce que nous voyons ici pourrait être l'émergence d'un nouvel avantage pour l'espèce. Ou bien, suggéra Sophie, Onyx compense-t-il simplement pour leur situation artificielle? Peut-être que ce comportement est une adaptation à la captivité et à leur environnement limité. Laurent hocha pensivement la tête. C'est une hypothèse valable. Nous ne pourrons le savoir avec certitude que lorsqu'ils seront relâchés. Le mot « relâché » résonna dans la pièce, rappelant brutalement à chacun l'objectif initial de leur travail. Ces chatons n'étaient pas nés pour passer leur vie en captivité, quel que soit leur intérêt scientifique. Ils approchent de leur 4e mois, dit Mathieu. Normalement, c'est à cet âge que nous commençons la phase de pré-relâchement, moins d'interactions humaines, introduction de proies vivantes, élargissement progressif de leur territoire. Laurent et Sophie échangèrent un regard que Mathieu ne put manquer d'intercepter. « Quoi » demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Mathieu » commença doucement Sophie. « Nous devons considérer la possibilité que le relâchement standard ne soit pas approprié dans ce cas. Onyx est différent, et il a influencé les autres. » « Différent ne signifie pas qu'il ne mérite pas sa liberté, » répliqua Mathieu, une fermeté soudaine dans sa voix. « Tous ces chatons ont droit à une vie sauvage, comme n'importe quel autre lynx roux orphelin que nous avons réhabilité. » Le professeur Laurent s'éclaircit la gorge. « Je comprends votre position, monsieur Lefebvre, mais considérez ceci. Et si le relâchement d'Onyx représentait un risque pour l'écosystème existant? Ou inversement, si l'environnement naturel actuel n'était pas adapté à ses capacités uniques? » Mathieu sentit une vague de frustration monter en lui. « Donc vous suggérez quoi exactement? Que nous gardions Onyx en captivité indéfiniment? Qu'il devienne une curiosité de laboratoire? » « Non, bien sûr que non, » répondit rapidement Laurent. « Je suggère simplement que nous procédions avec une extrême prudence et que nous envisagions peut-être un programme de relâchement modifié, un territoire surveillé, des balises de suivi avancées, une période d'adaptation prolongée. » La discussion se poursuivit tard dans la nuit, sans qu'aucun consensus ne soit atteint. Mais une chose était claire, la découverte du comportement collaboratif d'Onyx avait changé la donne. Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage d'orphelins s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe, un dilemme scientifique, éthique et conservationniste sans précédent. Les semaines suivantes virent une accélération du développement des chatons, particulièrement dans leurs compétences de chasse. Suivant le protocole standard de réhabilitation, Sophie introduisit des proies vivantes dans leur enclos. D'abord des insectes, puis des souris, et finalement de petits lapins, reproduisant la progression naturelle d'un apprentissage maternel dans la nature. Normalement, les jeunes lynx roux apprendraient à chasser par imitation, observant leur mère pendant des mois avant de tenter leur propre capture. Mais ces orphelins n'avaient pas ce modèle, ou plutôt, ils en avaient un différent, Onyx. Sous sa guidance, les 4 chatons développèrent rapidement des techniques de chasse sophistiquées, mais ce qui troublait Mathieu, c'était la nature de ces techniques. Contrairement aux méthodes solitaires typiques des lynx roux, Onyx continuait d'encourager la chasse collaborative, raffinant leur stratégie de groupe avec chaque nouvelle proie. « Ils ne chassent pas comme des lynx roux », dit-il à Sophie après avoir observé une séance particulièrement impressionnante. Ils chassent comme, je ne sais pas, comme une espèce entièrement nouvelle.
Sophie, qui analysait les données biométriques recueillies pendant la chasse, acquiesça distraitement. Leur efficacité est remarquable. Leur taux de réussite dépasse celui des lynx roux adultes expérimentés. Elle leva les yeux de son écran. « Mathieu, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que nous observons ici pourrait être bénéfique pour l'espèce dans son ensemble. Les lynx roux font face à de nombreux défis dans la nature moderne. Fragmentation de l'habitat, réduction des proies, compétition avec d'autres prédateurs. Ces nouvelles stratégies pourraient représenter une adaptation cruciale pour leur survie future. » Mathieu voulait la croire. Il voulait voir le potentiel positif dans cette situation extraordinaire. Mais quelque chose continuait de le troubler, une inquiétude fondamentale qu'il n'arrivait pas à formuler clairement. Ce fut lors d'une visite nocturne au centre, alors qu'il passait simplement pour vérifier que tout allait bien, que cette inquiétude prit finalement forme. L'enclos était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur verdâtre des caméras infrarouges. Les chatons semblaient tous endormis, blottis ensemble dans un coin confortable. Tous, sauf Onyx. Le félin noir se tenait debout devant la vitre de l'enclos, ses yeux reflétant la faible lumière comme deux émeraudes brillantes. Et il regardait directement Mathieu. Pas avec la curiosité naturelle d'un animal observant un mouvement dans son environnement, mais avec une conscience, une reconnaissance qui défiait toute explication rationnelle. Mathieu s'approcha lentement de la vitre, comme attiré par une force invisible. Onyx ne bougea pas, maintenant son regard fixe, intense. « Qu'es-tu vraiment ?» murmura Mathieu, posant sa main contre la vitre froide. À sa grande surprise, Onyx leva sa patte et la posa exactement en face de la main de Mathieu, comme un reflet, comme un geste de communication délibéré. Puis, il émit une série de vocalisations douces que Mathieu n'avait jamais entendues auparavant, ni chez Onyx, ni chez aucun autre félin. Un frisson parcourut l'échine de Mathieu. Dans ce moment de connexion inattendue, une certitude s'imposa à lui. Onyx n'était pas simplement un lynx roux plus intelligent ou différent. Il était conscient d'une manière qui transcendait les limites supposées de son espèce. Et cette conscience posait une question fondamentale que ni la science ni la conservation n'étaient préparés à affronter. Mathieu ne parla à personne de sa rencontre nocturne avec Onyx. Il n'était pas certain de pouvoir l'expliquer sans paraître irrationnel, et plus encore, il ressentait le besoin de protéger ce moment, de le préserver des analyses scientifiques et des théories qui, il le savait, ne pourraient jamais capturer pleinement ce qu'il avait ressenti. Mais l'expérience avait cristallisé sa conviction. Quel que soit le niveau d'intelligence ou de conscience d'Onyx, il méritait une chance de vivre selon sa nature profonde de félin sauvage. Cette conviction se heurta bientôt à une réalité administrative implacable. « Le ministère a été informé de notre situation », annonça Sophie lors d'une réunion d'équipe quelques jours plus tard. Ils envoient une délégation pour évaluer le cas des chatons, particulièrement celui d'Onyx. Mathieu sentit son cœur se serrer. Qui les a contactés? Sophie et le professeur Laurent échangèrent un regard gêné. C'était nécessaire, Mathieu, dit finalement Laurent. Nous parlons d'un phénomène potentiellement transformateur pour la conservation des lynx roux. Les autorités compétentes doivent être impliquées. Les autorités compétentes, répéta Mathieu avec une amertume inhabituelle. Et qu'est-ce qu'elles comprennent à ce qui se passe ici? Combien d'entre elles ont passé des heures à observer ces chatons, à les nourrir, à les soigner? Ce n'est pas juste, dit doucement Sophie, posant une main apaisante sur son bras. Tu sais que je me soucie autant que toi de leur bien-être, mais nous devons reconnaître que cette situation dépasse notre seule autorité. Mathieu savait qu'elle avait raison d'un point de vue purement logique, mais la logique semblait insuffisante face à ce qu'il avait expérimenté, cette connexion inexplicable, ce regard qui semblait percer au-delà des barrières entre espèces. La délégation arriva 3 jours plus tard.
Elle était composée de représentants du ministère de l'Environnement, d'un expert en conservation des grands félins, et à la grande surprise de Mathieu, d'un éthicien spécialisé dans les questions liées à l'intelligence animale. Ce dernier, le docteur Philippe Moreau, était un homme d'une 50aine d'années, au regard doux et attentif, qui contrastait avec l'apparence plus formelle de ses collègues. Le professeur Laurent présenta ses découvertes, montrant les analyses génétiques, les enregistrements vidéo, les données comportementales. Sophie compléta avec les informations médicales et les observations sur le développement des chatons. Mathieu, lui, resta silencieux, se contentant d'observer les réactions des visiteurs, l'étonnement initial, puis l'intérêt scientifique, et finalement cette lueur caractéristique dans leurs yeux, celle qu'il avait appris à reconnaître et à redouter, l'ambition de s'approprier cette découverte, de la transformer en quelque chose qui servirait leurs propres objectifs. Impressionnant, déclara finalement la représentante du ministère, Madame Leclerc, une femme au tailleur impeccable et au ton décisif. Clairement, nous avons affaire à un cas exceptionnel qui mérite une approche spécifique. Je propose que le spécimen principal soit transféré dans notre installation de recherche. Non, la voix de Mathieu résonna dans la salle, surprenant tout le monde par sa fermeté tranquille. Onyx n'est pas un spécimen, c'est un lynx roux, un animal sauvage qui mérite de vivre comme tel. Madame Leclerc le dévisagea avec une surprise mal dissimulée. Monsieur Lefebvre, je comprends votre attachement à ces animaux, mais vous devez reconnaître que l'intérêt scientifique ici transcende. L'intérêt scientifique ne transcende rien du tout, l'interrompit Mathieu, sa voix calme mais inflexible. Notre mission est de protéger la faune sauvage, pas de la transformer en sujet d'expérimentation. Un silence inconfortable s'installa, que le docteur Moreau rompit avec une question inattendue. Monsieur Lefebvre, avez-vous observé quelque chose que vous n'avez pas mentionné dans les rapports officiels? Quelque chose de personnel? Mathieu hésita, surpris par la perspicacité de l'éthicien. Il sentit tous les regards se tourner vers lui. « J'ai observé, » dit-il lentement, choisissant ses mots avec soin, qu'Onyx possède une conscience de soi et des autres qui défie nos catégories habituelles. Ce n'est pas simplement de l'intelligence, c'est une forme de présence. Le docteur Moreau hocha pensivement la tête. Et cette présence, selon vous, mérite d'être respectée pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle peut nous apprendre. Exactement, confirma Mathieu, soulagé que quelqu'un semble comprendre. C'est très poétique, intervint Madame Leclerc, avec une pointe d'impatience, mais nous devons prendre des décisions concrètes basées sur des critères objectifs. La question est simple. Que faisons-nous de ces animaux, et particulièrement de cet individu mélanistique? Le débat qui suivit fut long et parfois houleux. Des propositions diverses furent avancées, depuis le transfert complet vers un centre de recherche jusqu'à un relâchement standard, en passant par diverses options intermédiaires. Le docteur Moreau se révéla être un allié inattendu pour Mathieu, insistant sur l'importance de considérer le bien-être des animaux comme une priorité absolue et pas simplement comme un facteur parmi d'autres. À la fin de la journée, un compromis fut ébauché. Les chatons resteraient au centre de réhabilitation pour une période prolongée d'observation. Un programme de pré-relâchement modifié serait développé, avec l'objectif de les préparer à une vie sauvage, mais dans des conditions contrôlées, une réserve naturelle fermée où ils pourraient être suivis de près. Une décision finale concernant Onyx serait prise après cette phase d'observation, en fonction de son comportement et de son adaptation. Ce n'était pas la victoire que Mathieu espérait, mais ce n'était pas non plus la défaite qu'il redoutait. Au moins, les chatons resteraient ensemble, et la porte vers une forme de liberté n'était pas complètement fermée. Alors que les visiteurs partaient, le docteur Moreau s'attarda, demandant à voir les chatons une dernière fois. Mathieu l'accompagna à l'enclos, où les 4 jeunes félins se reposaient après leur repas du soir. « Ils ont grandi », observa l'éthicien. « Ils seront bientôt des adultes. »
Physiquement, oui, confirma Mathieu, mais ils ont encore beaucoup à apprendre. Moreau l'observa du coin de l'œil. Vous pensez qu'Onyx pourrait survivre dans la nature, avec sa différence si visible? C'était une question que Mathieu s'était souvent posée. Le pelage noir d'Onyx, si frappant dans un environnement humain, pourrait être un désavantage fatal dans la forêt où le camouflage était essentiel pour la chasse et la protection. Je ne sais pas, admit-il honnêtement, mais je suis convaincu qu'il mérite une chance d'essayer. Et s'il a réellement évolué d'une manière différente, alors peut-être que ses autres avantages compenseront. Comme s'il sentait qu'on parlait de lui, Onyx s'approcha de la vitre, fixant les deux hommes avec cette intensité particulière qui ne manquait jamais de troubler Mathieu. Le docteur Moreau eut un mouvement de recul involontaire. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est perturbant. »« Pas perturbant », corrigea doucement Mathieu. « Différent et puissant. » Après le départ de la délégation, le centre reprit son rythme habituel, mais avec une tension sous-jacente. Tout le monde était conscient que les décisions prises dans les prochains mois détermineraient non seulement l'avenir des 4 orphelins, mais potentiellement aussi la façon dont la science et la conservation appréhenderaient des cas similaires à l'avenir. Le programme de pré-relâchement modifié fut mis en place. L'enclos des chatons fut agrandi, incorporant une section extérieure qui reproduisait plus fidèlement leur habitat naturel. Des proies vivantes plus variées furent introduites et les interactions humaines furent progressivement réduites, à l'exception des sessions d'observation scientifique qui continuaient sous la supervision du professeur Laurent. Onyx semblait comprendre ce changement de régime. Il dirigeait ses frères et sœurs avec une détermination renouvelée, les entraînant dans des simulations de chasse de plus en plus élaborées, les poussant à explorer chaque recoin de leur territoire élargi. Son comportement suggérait une préparation consciente, comme s'il savait que ses compétences seraient bientôt essentielles à leur survie. Un matin, alors que Mathieu vérifiait les caméras de surveillance extérieure, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte entre les sections intérieures et extérieures de l'enclos était contrôlée par un système automatique, programmée pour s'ouvrir à des heures précises. Mais les enregistrements montraient qu'elle s'était ouverte à un moment non prévu, permettant aux chatons d'accéder à l'extérieur pendant la nuit, quand ils étaient censés rester à l'intérieur. Intrigué, il vérifia le journal du système. Aucune anomalie n'était signalée. Selon l'ordinateur, la porte avait fonctionné exactement comme programmé. Mais les images ne mentaient pas. Mathieu passa en revue les enregistrements de la nuit, remontant jusqu'au moment où la porte s'était mystérieusement ouverte. Ce qu'il vit le laissa stupéfait. Onyx se tenait devant le panneau de contrôle, ses pattes manipulant avec précision les boutons et leviers qui contrôlaient le mécanisme. Non pas par hasard, mais avec une intention évidente, une compréhension du fonctionnement du système qu'aucun félin n'aurait dû posséder. « Comment est-ce possible ?» murmura Mathieu, repassant la séquence encore et encore. La réponse était aussi effrayante qu'évidente. Onyx avait observé. Il avait regardé les humains utiliser ce panneau de contrôle, jour après jour, et avait compris sa fonction, sa logique. Et il avait attendu le bon moment pour mettre cette connaissance en pratique. Mathieu se retrouva face à un dilemme. Devait-il partager cette découverte avec les autres? Cela renforcerait certainement l'argument de ceux qui voulaient garder Onyx en captivité pour l'étudier. Mais garder le secret semblait également problématique, voire dangereux, si Onyx était réellement capable de comprendre et de manipuler des technologies humaines. Alors qu'il débattait intérieurement, une autre pensée, plus troublante encore, s'imposa à lui. Si Onyx pouvait ouvrir cette porte, que pourrait-il faire d'autre? Après une nuit d'insomnie, Mathieu prit sa décision. Il devait partager sa découverte, mais pas avec tout le monde, pas encore. Sophie était la personne en qui il avait le plus confiance, celle qui partageait à la fois sa passion pour la réhabilitation des animaux sauvages et sa préoccupation éthique pour leur bien-être.
Il la trouva dans son bureau, plongée dans l'analyse des dernières données comportementales des chatons. Quand il lui montra l'enregistrement d'Onyx manipulant le panneau de contrôle, son visage passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une forme de crainte respectueuse. « C'est impossible », murmura-t-elle, repassant la séquence pour la 3e fois. Même les grands singes ont besoin d'un entraînement extensif pour comprendre des mécanismes aussi complexes. « Apparemment, Onyx n'a eu besoin que d'observer, » répondit Mathieu. « La question est, que faisons-nous maintenant ?» Sophie s'enfonça dans son fauteuil, son regard toujours fixé sur l'écran, où l'image était figée sur Onyx, ses pattes positionnées avec précision sur les contrôles. « Nous devrions en informer le professeur Laurent, » dit-elle finalement, « et probablement aussi le docteur Moreau. Cette découverte change tout. » « En quoi ?» demanda Mathieu, bien qu'il connût déjà la réponse. « Mathieu ?» Sophie le regarda directement dans les yeux. Un animal capable de comprendre et de manipuler la technologie humaine après simple observation. C'est sans précédent. Cela soulève des questions fondamentales sur les limites de l'intelligence animale, sur notre définition même de la conscience, et sur ses chances de survie dans la nature, ajouta doucement Mathieu. Sophie hocha lentement la tête. Oui, d'un côté, cette capacité pourrait lui donner un avantage énorme. Imagine un prédateur capable de comprendre les pièges humains, de naviguer dans des environnements modifiés par l'homme. De l'autre, cela pourrait le mettre en danger, compléta Mathieu. S'il s'approche trop des habitations humaines, s'il montre cette intelligence, il n'avait pas besoin de finir cette pensée. Tous deux savaient comment les humains réagissaient souvent face à la wildlife perçue comme trop audacieuse, trop adaptable. Un lynx roux normal qui s'aventurerait près des fermes serait déjà considéré comme une menace potentielle. Un lynx comme Onyx, avec sa coloration inhabituelle et son comportement extraordinaire, il deviendrait rapidement une cible. « Il y a autre chose », dit Mathieu après un moment. « Si Onyx peut ouvrir la porte de l'enclos intérieur, qu'est-ce qui l'empêcherait d'ouvrir celle de l'enclos extérieur? Ou toute autre porte d'ailleurs ?» L'implication était claire. Leur supposé contrôle sur ces animaux était peut-être illusoire. Si Onyx choisissait de s'échapper, il en était probablement capable. « Nous devons renforcer la sécurité », dit immédiatement Sophie, son esprit pratique prenant le dessus. Modifier les mécanismes, ajouter des verrous que même lui ne pourrait pas. Elle s'interrompit, frappée par l'absurdité de la situation. Il parlait d'un lynx roux, comme s'il s'agissait d'un Houdini félin, d'un génie de l'évasion. Ou bien, dit lentement Mathieu, une idée germant dans son esprit, nous pourrions prendre une approche complètement différente. Sophie leva un sourcil interrogateur. Et si nous lui donnions un choix? L'idée était audacieuse, presque téméraire, mais plus Mathieu y réfléchissait, plus elle lui semblait juste. Avec l'aide réticente de Sophie, il élabora un plan qui défiait toutes les conventions de la réhabilitation de la faune sauvage, mais qui pourrait offrir une réponse au dilemme éthique qui les tourmentait. Le professeur Laurent, quand il fut informé de la découverte et du plan, oscilla entre l'excitation scientifique et le scepticisme professionnel. « C'est sans précédent », répéta-t-il, comme si ces mots pouvaient à eux seuls capturer l'ampleur de la situation. « Mais je dois admettre que votre approche présente une certaine élégance éthique. » Le docteur Moreau, contacté par vidéoconférence, se montra étonnamment enthousiaste. « C'est exactement le type de pensée innovante dont nous avons besoin dans ce domaine, » déclara-t-il. « Reconnaître l'agentivité potentielle d'un animal non humain et lui permettre d'exercer une forme de choix conscient, c'est révolutionnaire. » Madame Leclerc et les autres représentants officiels furent plus difficiles à convaincre. Il fallut plusieurs réunions, des arguments passionnés, et finalement, l'intervention du docteur Moreau, qui mit tout son poids académique dans la balance,
pour qu'ils acceptent même de considérer cette approche expérimentale. Pendant ce temps, les chatons continuaient de grandir et de se développer. À presque 5 mois, ils avaient atteint une taille impressionnante. Étoile, Roux et Sylvain ressemblaient de plus en plus à de jeunes lynx roux typiques, leurs instincts naturels s'affinant chaque jour. Mais ils conservaient également les comportements collaboratifs qu'Onyx leur avait enseignés, chassant ensemble avec une coordination qui continuait de stupéfier les observateurs. Onyx lui-même avait connu une croissance remarquable. Plus grand et plus musclé que ses frères et sœurs, son pelage noir brillant comme de l'obsidienne sous le soleil, il dégageait une présence qui commandait le respect, non seulement de sa fratrie, mais aussi, étrangement, des humains qui l'observaient. Son regard semblait contenir une sagesse ancienne, une conscience qui transcendait les limites supposées de son espèce. Et il continuait d'apprendre, d'observer, d'assimiler. Les caméras l'avaient capturé, examinant méthodiquement chaque aspect de son environnement, testant les limites, cherchant des solutions à des problèmes que les humains n'avaient même pas envisagés. Finalement, après ce qui sembla être une éternité de débats et de préparation, le jour arriva de mettre en œuvre le plan de Mathieu. Une section de la forêt adjacente au centre avait été soigneusement préparée. Un territoire assez vaste pour accueillir une famille de lynx roux, riche en proies naturelles, mais isolée des zones habitées par des barrières naturelles. Une clôture discrète mais efficace marquait ses limites, plus pour tenir les humains à distance que pour contenir les félins. Au centre de ce territoire, une structure avait été construite, un abri simple mais confortable qui pourrait servir de den aux chatons s'ils choisissaient de l'utiliser. Des caméras à détection de mouvement étaient stratégiquement placées dans tout le territoire, permettant une surveillance non invasive. Et le plus important, un passage avait été créé entre l'enclos extérieur du centre et ce territoire sauvage. Un passage dont le mécanisme d'ouverture était identique à celui qu'Onyx avait déjà manipulé. Le matin du jour décisif, Mathieu, Sophie, le professeur Laurent et le docteur Moreau se réunirent dans la salle d'observation. Madame Leclerc et 2 de ses collègues étaient également présents, toujours sceptiques mais suffisamment intrigués pour vouloir assister à l'expérience. « Pour être clair, » dit Madame Leclerc, sa voix trahissant sa nervosité malgré son ton professionnel, « nous permettons potentiellement à 4 prédateurs, dont un présentant des capacités cognitives exceptionnelles, de choisir leur propre destin. Est-ce bien ce que nous faisons ? » « C'est exactement ce que nous faisons, » confirma Mathieu. « Nous reconnaissons leur droit à l'autodétermination dans les limites que nous avons établies pour leur sécurité et celle des autres. » « Et si aucun d'entre eux n'utilise le passage ?» demanda l'un des collègues de Madame Leclerc. « Si aucun ne choisit la liberté, alors ce sera également leur choix, » répondit simplement Mathieu. « Et nous devrons le respecter. » Sophie activa le système. Sur les écrans, ils pouvaient voir les 4 chatons dans leur enclos extérieur, se prélassant au soleil matinal. Une notification sonore discrète, similaire à celle qui annonçait habituellement leur repas, retentit, attirant leur attention vers le nouveau passage qui venait de se déverrouiller mais pas de s'ouvrir. « Maintenant, nous attendons, » dit Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les minutes s'écoulèrent dans un silence tendu. Les chatons avaient remarqué le changement, leur attention focalisée sur la nouvelle ouverture. Onyx fut le premier à s'approcher, examinant le mécanisme avec cette intensité caractéristique qui suggérait une analyse consciente plutôt qu'une simple curiosité féline. « Il comprend », murmura le docteur Moreau. « Regardez ses yeux. Il sait exactement ce que signifie cette porte. » Comme pour confirmer ses paroles, Onyx se tourna vers la caméra la plus proche et sembla la fixer directement pendant plusieurs secondes. Puis, avec une délibération évidente, il retourna vers ses frères et sœurs. Ce qui suivit fut une scène que personne dans la salle n'oublierait jamais, une série d'interactions entre les 4 félins qui ressemblaient, de façon troublante,
à une conversation. Onyx émettait ses vocalisations complexes, tandis que les autres répondaient à leur manière. Des postures changeaient, des mouvements subtils de queue et d'oreille, ajoutant des nuances à ce dialogue silencieux. Dans la salle d'observation, personne n'osait respirer. Les yeux rivés sur les écrans, ils assistaient à ce qui semblait être un conseil de famille félin, une délibération collective dont les nuances leur échappaient, mais dont l'importance était palpable. « C'est incroyable », murmura le professeur Laurent, ses doigts pianotant frénétiquement sur sa tablette pour enregistrer chaque détail de la scène. Ils ne réagissent pas instinctivement, ils évaluent, ils considèrent leurs options. Le docteur Moreau acquiesça lentement. Nous sommes témoins d'une forme de prise de décision collective, quelque chose qui, selon la science conventionnelle, ne devrait pas exister chez les lynx roux. Mathieu, lui, observait en silence, son cœur battant à tout rompre. Il avait proposé ce plan, convaincu qu'Onyx méritait cette chance de choisir, mais maintenant que le moment était venu, il se surprenait à espérer, quoi, exactement, qu'il choisisse la liberté, ou qu'il reste dans la sécurité relative de l'enclos, où il pourrait continuer à les observer, à apprendre d'eux, à s'assurer de leur bien-être. Sur l'écran, la discussion féline semblait toucher à sa fin. Onyx s'approcha à nouveau du mécanisme d'ouverture, l'examina une dernière fois, puis, avec une délibération qui ne pouvait être que consciente, posa ses pattes sur les contrôles. Un mouvement précis, appris et exécuté avec une intelligence que personne dans cette pièce n'aurait cru possible quelques mois auparavant. La porte s'ouvrit. Une brise fraîche de la forêt s'engouffra dans l'enclos, portant avec elle des odeurs nouvelles, sauvages, promesses d'un monde plus vaste. Les 4 chatons se figèrent, leurs narines frémissantes captant ces messages olfactifs complexes. Sylvain fut le premier à réagir, s'avançant timidement vers l'ouverture, son museau explorant l'air avec une curiosité juvénile. Roux le suivit de près, plus audacieux, ses yeux scrutant la lisière de la forêt visible au-delà du passage. Étoile, toujours la plus prudente, resta en retrait, son regard alternant entre le monde extérieur et Onyx, comme si elle attendait une directive. Onyx, lui, restait immobile près du mécanisme, observant ses frères et sœurs avec ce qui ressemblait étrangement à une expression de fierté mêlée d'inquiétude. Un parent regardant ses enfants prendre leur indépendance. « Il attend », murmura Sophie. « Il les laisse explorer d'abord. » Sylvain fit un pas au-delà du seuil, puis un autre, ses pattes touchant pour la première fois un sol qui n'avait pas été aménagé par des humains. Roux le rejoignit rapidement, et ensemble, ils commencèrent à explorer les abords immédiats du passage, leurs mouvements devenant plus confiants à chaque instant. Étoile hésitait toujours, son corps tendu entre le désir d'aventure et la peur de l'inconnu. Onyx s'approcha d'elle, émettant un son doux, presque mélodieux. Un encouragement peut-être, ou une assurance que tout irait bien. Finalement, Étoile franchit le seuil à son tour, rejoignant ses frères dans leur exploration. Et Onyx, tous les regards dans la salle d'observation étaient rivés sur lui, attendant sa décision. Allait-il suivre sa fratrie vers cette liberté relative, ou resterait-il dans l'environnement qu'il avait appris à maîtriser, où sa remarquable intelligence avait été reconnue et valorisée? Le lynx noir se tourna une dernière fois vers la caméra, ses yeux verts semblant percer l'écran pour fixer directement ceux de Mathieu. Dans ce regard, le garde forestier crut lire une multitude d'émotions. Reconnaissance, peut-être, pour les soins reçus. Défi, certainement, face aux limites que les humains tentaient de lui imposer. Et quelque chose de plus profond, plus troublant, une conscience qui semblait dire « Je comprends ce que vous êtes. Comprends-tu ce que je suis ?» Puis, avec une grâce fluide, Onyx franchit le passage, rejoignant sa famille dans le monde sauvage. Un mélange complexe d'émotions submergea Mathieu, joie, tristesse, fierté, crainte et par-dessus tout,
un sentiment d'avoir été témoin de quelque chose de profondément significatif, quelque chose qui transcendait les catégories habituelles de la relation entre humains et animaux sauvages. « Ils ont choisi », dit-il simplement, sa voix légèrement enrouée. Madame Leclerc, qui était restée silencieuse pendant toute la scène, s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'était inhabituel, mais le résultat est conforme à nos objectifs de réhabilitation. Les sujets ont été relâchés dans un environnement contrôlé, comme prévu. La froideur clinique de sa remarque contrastait si fortement avec l'intensité émotionnelle du moment que Sophie ne put retenir un regard irrité dans sa direction. « Ce n'était pas un simple relâchement, madame, dit-elle. C'était un choix conscient, une décision prise par des êtres sentients. Ce que nous avons observé aujourd'hui devrait nous faire reconsidérer fondamentalement notre compréhension de l'intelligence animale. » Peut-être, concéda madame Leclerc, son ton indiquant qu'elle n'était pas entièrement convaincue. En tout cas, la phase suivante est claire. Surveillance continue, collecte de données et évaluation de leur adaptation à ce nouvel environnement. Les jours qui suivirent apportèrent leur lot de surprises. Les caméras disséminées dans le territoire forestier capturèrent des images fascinantes des 4 jeunes lynx explorant leur nouveau domaine. Contrairement aux attentes pour des lynx roux relâchés, ils ne se séparèrent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils continuèrent à fonctionner comme une unité cohésive, chassant ensemble, partageant les proies et établissant un territoire commun. L'abri que les humains avaient construit fut largement ignoré. Au lieu de cela, Onyx conduisit sa fratrie vers une formation rocheuse naturelle qui offrait plusieurs entrées et sorties, des promontoires pour la surveillance et une protection efficace contre les éléments. Une fois de plus, il démontrait une compréhension des besoins de sa famille qui dépassait l'instinct ordinaire. Plus remarquable encore était leur comportement de chasse. Les caméras capturèrent des séquences d'embuscades coordonnées qui ressemblaient davantage aux stratégies de loup qu'à celles de félins solitaires. Sous la direction d'Onyx, ils développèrent des techniques spécifiques adaptées à différents types de proies, lapins, écureuils, oiseaux terrestres, et même, lors d'une occasion mémorable, un jeune cerf qu'ils abattirent avec une précision chirurgicale que même des prédateurs expérimentés auraient envié. Ils sont en train de réécrire le manuel sur le comportement des lynx roux, déclara le professeur Laurent lors d'une réunion d'analyse 2 semaines après le relâchement. Ce n'est pas simplement une adaptation, c'est une innovation. Le docteur Moreau, qui avait prolongé son séjour pour suivre cette phase cruciale, hocha pensivement la tête. Ce qui me fascine, c'est la dimension éthique de leur comportement. Ils ne tuent que ce dont ils ont besoin, partagent équitablement, et semblent même avoir établi une forme de rotation des rôles lors des chasses. C'est presque une micro-société. Mathieu, qui passait désormais la majeure partie de ses journées à analyser les enregistrements, avait remarqué quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait partagé qu'avec Sophie. À plusieurs reprises, les caméras avaient capturé Onyx, regardant directement l'objectif, parfois pendant plusieurs minutes, comme s'il était parfaitement conscient d'être observé. Plus troublant encore, il semblait parfois positionner délibérément sa fratrie hors du champ de vision des caméras pour certaines activités. Il protège leur intimité, avait suggéré Sophie, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Ou il contrôle ce qu'il veut nous montrer, avait répondu Mathieu. Cette idée, qu'Onyx puisse non seulement être conscient de la surveillance, mais aussi la manipuler activement, était si dérangeante que même le professeur Laurent hésitait à l'inclure dans ses rapports officiels. Cela franchissait une ligne qui séparait l'intelligence animale remarquable de quelque chose qui ressemblait davantage à une forme d'intelligence rivale, pas simplement différente de l'intelligence humaine, mais potentiellement capable de la défier sur son propre terrain. 1 mois après le relâchement, un incident vint renforcer ses préoccupations. Une équipe de braconniers, apparemment informée de la présence d'un lynx roux noir exceptionnel,
pénétra illégalement dans le territoire protégé. Ils furent retrouvés le lendemain matin désarmés et désorientés, leurs équipements méthodiquement démantelés et dispersés, leurs véhicules mystérieusement en panne. Ils racontèrent une histoire incohérente de yeux verts brillants dans l'obscurité, de mouvements coordonnés les encerclant, de sons féroces venant de toutes directions à la fois. L'un d'eux, un homme endurci par des années d'activités illégales, tremblait encore en décrivant comment il avait senti une présence juste derrière lui, s'était retourné pour se retrouver face à face avec quelque chose qui n'était pas simplement un animal. Les autorités attribuèrent leur expérience à une combinaison de peur, de désorientation nocturne et peut-être de substances illicites. Mais Mathieu, en visionnant les enregistrements fragmentaires de cette nuit-là, plusieurs caméras ayant mystérieusement cessé de fonctionner pendant les heures critiques, ne put s'empêcher de se demander si Onyx et sa fratrie n'avaient pas délibérément défendu leur territoire avec une intelligence tactique qui dépassait largement ce qu'on attendrait même des prédateurs les plus adaptables. « Ils savent ce qu'est un fusil », dit-il à Sophie, alors qu'ils examinaient une séquence montrant Roux et Sylvain traînant méthodiquement une carabine de chasse loin du campement des braconniers. Ils comprennent le danger que représentent les humains armés. Sophie resta silencieuse un long moment, puis demanda doucement « Avons-nous fait la bonne chose, Mathieu, en leur donnant cette liberté ?» La question le hantait depuis des semaines. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, « mais je sais que nous n'avions pas le droit de la leur refuser. » L'incident avec les braconniers marqua un tournant. Les autorités, alarmées par les implications sécuritaires, renforcèrent la protection du territoire. Le projet, initialement conçu comme une expérience de réhabilitation modifiée, fut reclassifié comme une étude d'intelligence féline émergente de haute priorité. De nouvelles caméras plus sophistiquées et mieux camouflées furent installées. Des drones de surveillance furent déployés pour cartographier les mouvements des lynx depuis les airs. Mais au fur et à mesure que la présence humaine s'intensifiait autour de leur territoire, les 4 lynx devenaient de plus en plus discrets, plus difficiles à observer. Ils semblaient avoir développé une compréhension des limites et des angles morts des systèmes de surveillance, se déplaçant comme des ombres entre les zones couvertes. 6 mois s'écoulèrent depuis le relâchement des lynx. L'hiver avait cédé la place au printemps, puis à un été particulièrement chaud, transformant la forêt en un sanctuaire verdoyant où la vie pullulait. Pour l'équipe de surveillance, ces mois avaient été marqués par une frustration croissante. Les observations des 4 félins devenaient de plus en plus rares, plus fragmentaires. C'était comme s'ils apprenaient constamment à déjouer les nouvelles technologies déployées pour les étudier. C'est comme jouer aux échecs avec un adversaire invisible, déclara le professeur Laurent lors d'une réunion d'évaluation, son enthousiasme scientifique désormais teinté d'une inquiétude qu'il peinait à dissimuler. Chaque fois que nous adaptons nos méthodes, ils s'adaptent en retour. Madame Leclerc, dont les visites étaient devenues plus fréquentes à mesure que l'intérêt ministériel pour le projet s'intensifiait, tapotait nerveusement son stylo contre son bloc-notes. « Professeur, soyons clairs. Vous suggérez que ces animaux comprennent non seulement le concept de surveillance, mais développent activement des contre-mesures? » « C'est exactement ce que je suggère, » confirma Laurent. « Et pas seulement par instinct, c'est une adaptation consciente, délibérée. » Le docteur Moreau, qui partageait son temps entre le centre et ses obligations académiques, mais revenait toujours pour les développements majeurs, intervint avec sa prudence habituelle. Nous devons être vigilants quant à l'anthropomorphisme. Il est possible que ce que nous interprétons comme des contre-mesures délibérées soit simplement le résultat d'une aversion naturelle pour les intrusions humaines. « Je ne crois pas, » dit Mathieu parlant pour la première fois de la réunion. Les mois passés à observer obsessivement chaque fragment d'enregistrement avaient laissé leur marque, des cernes sous ses yeux, une intensité nouvelle dans son regard.
Onyx comprend ce que sont ces caméras, ces drones. Il comprend leurs fonctions. Et il enseigne aux autres comment les éviter, comment exploiter leurs faiblesses. Si c'est vrai, dit lentement Madame Leclerc, alors nous faisons face à une situation sans précédent, une espèce sauvage potentiellement capable de contre-intelligence délibérée. Ce mot, contre-intelligence, flotta dans la salle comme une menace implicite, évoquant des scénarios de conflit, d'opposition fondamentale. « Je n'aime pas cette formulation », objecta Sophie. « Cela suggère une forme d'hostilité qui n'est pas nécessairement présente. Il se protège, c'est tout, comme le ferait n'importe quel animal sauvage. Avec des méthodes que n'importe quel animal sauvage ne devrait pas pouvoir concevoir, contra Madame Leclerc. Si ces lynx peuvent comprendre et contrer la technologie humaine, quelles sont les limites de leur capacité? Et plus important encore, quelles sont les implications pour la sécurité publique? Le docteur Moreau secoua la tête. Ils n'ont montré aucune agressivité envers les humains qui ne les menaçaient pas directement. L'incident avec les braconniers était clairement défensif. Pour l'instant, dit Madame Leclerc, mais qu'en sera-t-il lorsqu'ils décideront d'étendre leur territoire, lorsqu'ils entreront inévitablement en contact avec des zones habitées? La question resta sans réponse, mais elle cristallisait une préoccupation qui grandissait chez tous les participants au projet. Qu'avait-il vraiment créé en permettant à Onyx de développer et d'exprimer ses capacités exceptionnelles? Un précurseur d'une évolution naturelle bénéfique ou quelque chose qui pourrait un jour représenter un défi imprévu pour l'hégémonie humaine sur l'environnement naturel? Cette inquiétude latente fut brutalement propulsée au premier plan une semaine plus tard, lorsqu'une alarme retentit au milieu de la nuit. La barrière extérieure du territoire, celle qui le séparait de la forêt non contrôlée, avait été compromise. Les enregistrements montrèrent une scène qui glaça le sang de l'équipe de surveillance. Onyx, méthodiquement, désactivant le système de verrouillage électronique d'une porte périphérique. « C'est impossible », murmura l'un des techniciens. « Ce système est complètement différent de celui qu'il a manipulé précédemment. Il nécessite une compréhension des circuits électroniques, pas seulement des mécanismes physiques. » Pourtant, l'impossible était là, capturé en haute définition. Onyx, son pelage noir luisant sous la lune, démontant méthodiquement le boîtier externe, manipulant les composants avec une précision chirurgicale, jusqu'à ce que le voyant de sécurité passe du rouge au vert. Puis, ouvrant la porte, non pas pour lui-même, mais pour étoiler Roux, qui passèrent rapidement à travers l'ouverture, disparaissant dans la forêt non surveillée au-delà. Sylvain et Onyx restèrent dans le territoire contrôlé, une décision qui semblait délibérée, comme si la fratrie s'était divisée en deux groupes dans un but précis. Une réunion d'urgence fut convoquée à l'aube. Madame Leclerc, appelée au milieu de la nuit, arriva avec deux spécialistes de la sécurité qui examinèrent les enregistrements avec une incrédulité professionnelle. « C'est une brèche de sécurité de niveau 3, déclara l'un d'eux, utilisant un jargon qui semblait absurdement bureaucratique, appliqué à un félin sauvage. Nous recommandons une intervention immédiate pour récupérer les sujets évadés et sécuriser ceux qui restent. »« Récupérer ?» répéta Mathieu, la colère montant dans sa voix. « Ce ne sont pas des prisonniers évadés, ce sont des animaux sauvages qui cherchent à étendre leur territoire naturel. Des animaux sauvages qui ne devraient pas être capables de désactiver un système de sécurité électronique, » répliqua froidement le spécialiste. « Cela change la donne, monsieur Lefebvre. » Sophie, qui avait passé la matinée à analyser les comportements d'Onyx et Sylvain depuis l'évasion, intervint avec une observation troublante. Ils ne montrent aucun signe de stress lié à la séparation. C'est comme si c'était planifié, comme s'ils avaient décidé délibérément d'envoyer Étoile et Roux en éclaireur, pendant qu'Onyx et Sylvain restaient ici. En éclaireur? Pourquoi faire? Demanda Madame Leclerc. Pour trouver quelque chose, suggéra le docteur Moreau, qui avait été appelé dès l'incident et venait d'arriver. Ou quelqu'un.
Cette idée, que les lynx puissent avoir un objectif délibéré au-delà de l'exploration territoriale instinctive, jeta un froid dans la salle. Elle impliquait un niveau de planification à long terme, de pensée abstraite, qui transcendait même les capacités exceptionnelles qu'Onyx avait démontrées jusqu'ici. « C'est de la pure spéculation », dit fermement Madame Leclerc. « Nous devons nous en tenir aux faits et aux protocoles de sécurité. Je vais autoriser une opération de récupération immédiate. » « Non. » La voix de Mathieu résonna dans la salle, plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. « Ce serait une erreur catastrophique. »« Ce n'est pas votre décision, monsieur Lefebvre, » répliqua Madame Leclerc, surprise par cette opposition frontale. « En fait, selon les termes de notre accord initial, ça l'est, » intervint le docteur Moreau. Le protocole d'intervention stipule clairement que toute action susceptible d'affecter le bien-être des sujets doit être approuvée par le comité éthique, dont M. Lefebvre et moi-même sommes membres. Madame Leclerc pâlit légèrement, contrariée de voir son autorité contestée par des considérations éthiques qu'elle considérait comme secondaires face à ce qu'elle percevait comme un risque de sécurité croissant. « Très bien, » concéda-t-elle finalement. « Proposez une alternative. » Mathieu et le docteur Moreau échangèrent un regard, puis Mathieu expliqua son idée. Au lieu d'une opération de récupération agressive qui risquait de traumatiser les lynx et de détruire la confiance établie, il mettrait en place une surveillance discrète de la zone où Étoile et Roux avaient disparu. Parallèlement, ils observeraient attentivement Onyx et Sylvain, cherchant à comprendre ce qui motivait cette séparation apparemment délibérée. « Nous devons leur accorder le bénéfice du doute, » conclut Mathieu. « Supposer qu'ils agissent avec un but précis, pas simplement par instinct ou défiance. »« Et si ce but est contraire à nos intérêts ?» demanda l'un des spécialistes de la sécurité. « Alors nous réévaluerons, » répondit Mathieu. « Mais jusqu'à preuve du contraire, je refuse de les traiter comme des menaces potentielles à contenir. » Le compromis fut difficile à obtenir, mais finalement, un plan fut adopté. Une équipe de suivi discrète, équipée de technologies de pointe mais avec des instructions strictes d'observer sans interférer, fut déployée pour localiser Étoile et Roux. Pendant ce temps, la surveillance d'Onyx et Sylvain fut intensifiée, mais toujours avec le principe de non-intervention qui avait guidé le projet depuis le début. Les jours suivants furent tendus. Les rapports de l'équipe de suivi étaient sporadiques. Étoile et Roux semblaient se déplacer avec un but précis, suivant une direction constante vers le nord-est, loin des zones habitées, s'enfonçant plus profondément dans la forêt sauvage. Leur comportement restait collaboratif, chassant ensemble avec la même efficacité qu'ils avaient développée sous la tutelle d'Onyx. Au centre, l'ambiance était électrique. Mathieu passait désormais presque tout son temps à observer Onyx, cherchant des indices sur ses intentions. Le lynx noir semblait parfaitement conscient de cette attention accrue, mais contrairement à ses comportements d'évitement précédents, il se montrait maintenant plus visible, presque comme s'il voulait être observé. « Il nous distrait », suggéra Sophie lors d'une discussion nocturne avec Mathieu, alors qu'ils analysaient les derniers enregistrements. « Il veut que nous le regardions pendant qu'Étoile et Roux accomplissent quoi que ce soit qu'ils sont partis faire. »« Je pense que tu as raison, » acquiesça Mathieu. « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait être si important qu'il risquerait une séparation à long terme de sa fratrie ? » La réponse leur parvint 3 jours plus tard, sous la forme d'une vidéo capturée par l'un des drones de surveillance les plus éloignés. La qualité était médiocre, l'angle difficile, mais ce qu'elle montrait était indéniable. Étoile et Roux, accompagnant un 3e lynx roux vers le territoire contrôlé. Un lynx adulte, femelle, avec un pelage d'un noir profond et brillant, identique à celui d'Onyx. « C'est impossible, » murmura Madame Leclerc, fixant l'écran où l'image de la lynx noire avait été figée et agrandie. Un 2e spécimen mélanistique, les probabilités sont infinitésimales. Pas si le mélanisme est une mutation dominante qui se propage dans la population,
répondit le professeur Laurent, son excitation scientifique reprenant momentanément le dessus sur les préoccupations de sécurité. Ce pourrait être une parente d'Onyx, une tante, une cousine, ou sa mère, compléta Mathieu, une certitude inexplicable dans sa voix. C'est sa mère. Sophie se tourna vers lui, surprise. Comment peux-tu en être si sûr? La mère d'Onyx est morte. C'est pour ça que nous avons recueilli les chatons. Nous avons supposé qu'elle était morte, corrigea doucement Mathieu. Nous avons trouvé une femelle lynx sans vie près des chatons, mais nous n'avons jamais fait d'analyse génétique pour confirmer la filiation. Le silence qui suivit était chargé d'implications. Si cette femelle noire était vraiment la mère d'Onyx, cela signifiait que les chatons avaient été séparés d'un parent potentiellement vivant. Plus troublant encore, cela suggérait qu'Onyx avait toujours su, ou du moins suspecté, que sa mère biologique existait quelque part dans la nature. Elle n'est pas venue par hasard, dit le docteur Moreau, comprenant soudain. Étoile et Roux sont allés la chercher, sur instruction d'Onyx. Mais comment aurait-il pu savoir? Demanda l'un des techniciens. Comment aurait-il pu se souvenir d'elle, ou savoir où la trouver? Personne n'avait de réponse définitive à cette question, mais la vérité semblait s'imposer d'elle-même. Les capacités d'Onyx, et peut-être celles de sa mère, transcendaient leur compréhension actuelle de l'intelligence féline. Nous devons nous préparer à leur arrivée, déclara finalement Mathieu. Si nos estimations sont correctes, ils atteindront la limite du territoire contrôlé d'ici demain matin. Et ensuite quoi? Demanda Madame Leclerc, son ton trahissant son malaise face à cette situation sans précédent. Nous laissons simplement un autre lynx potentiellement évoluer, rejoindre le groupe, sans évaluation, sans contrôle. Exactement, confirma Mathieu, sa voix ferme mais pas hostile. Nous respectons leur choix, comme nous l'avons fait depuis le début. La nuit fut longue. Des équipes de surveillance supplémentaires furent déployées le long du périmètre, mais avec des instructions strictes, observer, enregistrer, mais ne pas interférer. Mathieu insista personnellement sur ce point, menaçant même de démissionner si cette directive n'était pas respectée. À l'aube, les premiers rapports arrivèrent. Les 3 lynx approchaient de la barrière extérieure, se déplaçant avec précaution, mais détermination. La femelle noire était légèrement plus grande qu'Onyx, son pelage portant les marques de nombreuses années dans la nature, quelques cicatrices visibles, un bout d'oreille manquant. Mais elle se mouvait avec une grâce surnaturelle, guidant maintenant Étoile et Roux plutôt que les suivants. Dans l'enclos contrôlé, Onyx était en état d'agitation visible, parcourant la barrière, s'arrêtant fréquemment pour regarder dans la direction d'où sa mère approchait, émettant occasionnellement des vocalisations complexes que les micros captaient, mais que personne ne pouvait interpréter. Sylvain restait près de lui, comme un soutien silencieux. « Il sait qu'elle arrive », murmura Sophie. « Il le sent. » Le moment de la rencontre fut capturé par plusieurs caméras, mais aucun enregistrement ne pouvait vraiment rendre justice à l'intensité émotionnelle de la scène. Lorsque la femelle noire atteignit finalement la barrière extérieure, elle s'arrêta, fixant directement la caméra la plus proche avec une intensité qui rappelait celle d'Onyx. Puis, lentement, délibérément, elle s'approcha du même panneau de contrôle qu'Onyx avait manipulé pour permettre à Étoile et Roux de sortir. « Elle ne peut pas savoir comment ça fonctionne », dit l'un des techniciens. « C'est impossible. » Pourtant, avec une précision qui défiait toute explication rationnelle, la lynx noire commença à manipuler le mécanisme, ses mouvements reflétant presque exactement ceux qu'Onyx avait exécutés quelques jours plus tôt. Elle ne l'a pas appris, réalisa soudain le professeur Laurent. Elle le lui a enseigné, avant même qu'ils ne soient séparés. Ou peut-être y a-t-il une forme de communication entre eux que nous ne pouvons pas percevoir. La porte s'ouvrit. La femelle lynx noire entra dans le territoire contrôlé, suivie d'Étoile et Roux.
Leur progression vers l'enclos intérieur, où Onyx et Sylvain attendaient, fut mesurée, délibérée, comme une procession. Lorsqu'ils atteignirent enfin la dernière barrière, celle qui séparait l'enclos extérieur de l'habitat intérieur, Onyx était déjà là, son corps tendu d'anticipation. La femelle s'approcha de l'autre côté. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, séparés par la clôture mais connectés par quelque chose de plus profond que l'espace physique. Puis, simultanément, comme guidés par une impulsion partagée, ils émirent un son, un ronronnement profond, vibrant, qui sembla résonner non seulement dans l'enclos mais aussi dans le cœur de ceux qui observaient. C'était le même son que Mathieu avait entendu cette nuit-là, quand Onyx avait semblé apaiser son frère malade, mais amplifié, enrichi par la présence de sa mère. Sans intervention humaine, la porte entre les enclos s'ouvrit, non pas manipulée physiquement, mais activée par le système automatique qui avait inexplicablement reçu le signal approprié. Personne dans la salle de contrôle n'avait donné cet ordre. Personne ne savait comment c'était arrivé. La réunion qui suivit fut empreinte d'une émotion que même les caméras haute définition peinaient à capturer pleinement. Onyx et sa mère se touchèrent, se reniflèrent, émirent des sons complexes qui semblaient contenir toute l'histoire de leur séparation et de leur retrouvailles. La fratrie se rassembla autour d'eux, Étoile, Roux et Sylvain, accueillant cette nouvelle présence avec une acceptation immédiate, comme si elle avait toujours fait partie de leur groupe. Dans la salle d'observation, un silence respectueux s'était installé. Même Madame Leclerc, généralement imperturbable, semblait touchée par la scène. Ce fut le docteur Moreau qui exprima finalement ce que beaucoup ressentaient. « Nous sommes témoins de quelque chose de sacré », dit-il doucement, « quelque chose qui transcende nos catégories, nos définitions, nos distinctions entre humain et animal. C'est un rappel d'humilité. » Les jours qui suivirent apportèrent une série de révélations qui transformèrent fondamentalement le projet. Des analyses génétiques confirmèrent que la femelle noire était bien la mère biologique d'Onyx, mais pas des 3 autres chatons. Une découverte qui suggérait une histoire encore plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé. Peut-être avait-elle adopté ces orphelins, ou peut-être était-il issu d'une relation précédente. La nature exacte de ces liens familiaux restait un mystère. Plus significatif encore était le comportement du groupe maintenant réuni. Sous la guidance conjointe d'Onyx et de sa mère, qu'ils avaient surnommée Nova, ils développèrent des schémas d'interaction encore plus sophistiqués, une société féline en miniature avec des rôles définis, des rituels partagés et une communication dont la complexité défiait l'analyse. Et puis, il y eut l'incident qui scella définitivement le destin du projet. Un matin, l'équipe de surveillance arriva pour découvrir un message tracé dans la terre de l'enclos extérieur, des symboles rudimentaires, mais indubitablement délibérés, arrangés dans un motif qui suggérait une forme primitive d'écriture. Pas des lettres ou des mots humains, mais quelque chose de nouveau, créé par des êtres dont l'intelligence évoluait selon sa propre trajectoire. Les débats qui suivirent furent intenses, parfois acrimonieux. Certains, comme Madame Leclerc, plaidaient pour un contrôle accru, arguant que ces développements représentaient un risque imprévisible. D'autres, menés par Mathieu et le docteur Moreau, défendaient une position radicalement différente. Ces êtres, quelle que soit la nature exacte de leur intelligence, méritaient la liberté de développer leur potentiel sans interférence humaine. Finalement, ce fut le professeur Laurent qui proposa la solution qui réconcilia ces perspectives opposées. Un nouveau territoire serait créé, non pas un enclos, mais une véritable réserve, s'étendant sur des milliers d'hectares de forêts préservées. Elle serait protégée des intrusions humaines, mais sans barrière physique qui limiterait les mouvements de ses habitants. Un sanctuaire où l'évolution pourrait suivre son cours naturel, observé mais non dirigé. Un an jour pour jour après la découverte des 4 chatons orphelins, Mathieu se tenait à la lisière de cette nouvelle réserve,
À ses côtés, Sophie, le professeur Laurent et le docteur Moreau observaient en silence tandis que les 5 lynx, Onyx, Nova, Étoile, Roux et Sylvain, s'avançaient vers la forêt qui s'étendait devant eux, libre et sauvage. Onyx s'arrêta un instant, se tournant pour regarder les humains une dernière fois. Dans ses yeux verts, Mathieu crut lire une conscience, une intelligence, mais aussi quelque chose de plus profond. Une reconnaissance mutuelle entre 2 formes de vie consciente, différentes mais égales dans leur droit fondamental à l'autodétermination. Puis, avec un dernier regard qui semblait contenir à la fois un adieu et une promesse, Onyx rejoignit sa famille et disparut dans les ombres de la forêt. « Crois-tu que nous les reverrons un jour ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Peut-être, » répondit Mathieu, « mais ce sera à leurs conditions, pas aux nôtres. » Alors qu'ils retournaient vers leur véhicule, le garde forestier sentit un mélange de mélancolie et d'espoir. Ce qu'ils avaient découvert avec ces lynx extraordinaires avait changé à jamais leur compréhension de l'intelligence animale, des frontières entre espèces et peut-être plus fondamentalement de la place des humains dans le grand réseau de la conscience. Quelque part dans cette forêt, une nouvelle histoire commençait, une histoire dont les humains n'étaient plus les seuls narrateurs. Et dans ce nouveau chapitre de l'évolution, peut-être existait-il la possibilité d'une harmonie plus profonde, d'une compréhension mutuelle entre des formes de vie qui, malgré toutes leurs différences, partageaient ce monde. Mathieu sourit à cette pensée, puis monta dans son véhicule, laissant derrière lui l'orée de la forêt et les mystères qu'elle contenait désormais, des mystères qui continueraient de se déployer longtemps après que les humains aient cessé de les observer.